Une petite gitane de 4 ans a trouvé un homme dans une maison abandonnée où elle dort habituellement. Il avait une corde autour du cou, prêt à faire l'irréparable, mais lorsqu'elle lui demande d'arrêter, une chose terrible se produit. Il lui passe la corde autour du cou. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir le dénouement de cette très belle histoire. Partagez la plus grande tristesse de votre vie en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Jean-Pierre Dubois jeta un dernier coup d'œil à sa montre en or, une Cartier, cadeau d'un des plus grands artistes qu'il ait jamais managé. Désormais, cet objet de valeur ne serait qu'un souvenir de ce qu'il avait été. Les doigts tremblants, il retira la montre et la déposa sur la table en bois usé, à côté de son portefeuille vide et de son portable qui ne sonnait plus. Le bureau qui fut jadis son temple de la réussite était désormais vide. Les murs, autrefois ornés de disques d'or et de platine, ne portaient plus que des marques rectangulaires plus claires sur le papier peint défraîchi. Le silence était assourdissant, uniquement brisé par le bruit lointain de la ville qui continuait sa vie sans se soucier de sa chute. Ses mains tremblaient alors qu'il signait le dernier document. La JPD Productions, entreprise qu'il avait construite de ses propres mains et transformée en un empire du divertissement, appartenait désormais officiellement aux créanciers. 15 années de labeur, des milliers de relations, des dizaines de carrières artistiques lancées, tout perdu à cause d'une seule décision erronée. Il avait parié trop gros. Le nouveau complexe de studios devait être révolutionnaire, le plus grand d'Europe. Les projets étaient grandioses, les emprunts aussi. Lorsque le marché s'est effondré et que les investisseurs se sont retirés, c'était comme assister à un château de cartes qui s'écroule au ralenti. Le bruit des talons de Sophie résonna dans le couloir vide avant même qu'elle n'apparaisse. Jean-Pierre n'avait pas besoin de regarder pour savoir que sa femme était là. Il reconnaissait l'odeur du parfum cher qu'elle portait toujours, une fragrance qui lui semblait désormais l'étouffer. « Les avocats t'attendent », dit-elle, sa voix froide comme le marbre du sol. « Le juge a ordonné que tu quittes la villa sous 48 heures. » Jean-Pierre finit par lever les yeux. Sophie était impeccable, comme toujours. La robe rouge de créateur moulait ses courbes, ses cheveux bruns parfaitement coiffés encadraient son visage aux traits marqués. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux marrons. Il n'y avait plus l'éclat d'admiration qu'elle lui avait autrefois voué. « Et Chloé ?» demanda-t-il, sa voix rauque. « Puis-je au moins dire au revoir à notre fille ?» Sophie ajusta son sac de marque sur son épaule, un geste qu'il connaissait bien. C'était ce qu'elle faisait quand elle était sur le point de dire quelque chose de particulièrement cruel. « Chloé est chez sa grand-mère à Neuilly. J'ai pensé qu'il valait mieux lui éviter de voir son père dans cet état, » répondit-elle, ses lèvres rouges se courbant en un sourire sans joie. « De plus, je dois protéger notre fille. Je ne veux pas qu'elle grandisse en associant l'image de son père à un échec. » Les mots frappèrent Jean-Pierre comme des gifles. Sa propre femme, la femme qui avait promis d'être à ses côtés dans la joie et dans l'épreuve, le traitait désormais comme un étranger, pire, comme une honte qu'il fallait cacher à sa fille de 3 ans. « Tu ne peux pas faire ça, » murmura-t-il, il se levant. « Chloé est ma fille aussi. »« Je peux et je vais le faire, » trancha Sophie. « Mes avocats ont déjà déposé la demande de garde exclusive. Avec ta situation financière actuelle, je doute que tu puisses même te payer un avocat pour... » Contester. Jean-Pierre sentit ses jambes flancher. Il s'appuya sur la table pour ne pas tomber. Ne suffisait-il pas de perdre tout ce qu'il avait construit? Il allait maintenant perdre aussi le droit de voir sa propre fille grandir. « Pourquoi me fais-tu ça, Sophie ?» demanda-t-il, sa voix étranglée. 15 ans ensemble, tu disais que tu m'aimais. « J'aimais l'homme prospère que tu étais, » répondit-elle, tournant le dos. « Pas ce raté que tu es devenu. » Avant de sortir, Sophie s'arrêta sur le pas de la porte et jeta un dernier regard sur ce qui restait de l'homme qui fut jadis son mari. « Ah, et encore une chose, » dit-elle, sa voix désormais chargée d'une satisfaction cruelle. « Je crois que tu devrais savoir. Julien et moi sommes ensemble depuis 6 mois.
Le monde de Jean-Pierre, qui était déjà en miettes, acheva de s'écrouler avec cette révélation. Julien était son plus grand artiste, la star qu'il avait lui-même découverte et transformée en un phénomène national. Un jeune homme de 15 ans de moins que Sophie, avec une carrière prometteuse devant lui, exactement le genre d'homme qu'elle recherchait maintenant. Lorsque la porte se referma derrière elle, Jean-Pierre finit par s'effondrer. Les larmes qu'il avait retenues pendant des semaines finirent par couler, chaudes et amères, marquant son visage de sillon de défaite. Son portable vibra une dernière fois. C'était une notification de la banque l'informant que son compte était à découvert. En quelques jours, l'homme qui avait été l'un des plus puissants de l'industrie du divertissement s'est retrouvé sans domicile fixe. Ses cartes de crédit ont été bloquées, ses comptes vidés. Les mêmes amis qui buvaient son champagne et faisaient la fête sur son yacht ne répondaient plus à ses appels. La nuit est tombée sur la ville, et Jean-Pierre a erré sans but dans les rues qu'il avait autrefois vues comme un roi. Il ne portait qu'un sac à dos, avec quelques vêtements de rechange, et les documents prouvant qu'il avait autrefois été quelqu'un. Dans sa poche, quelques billets froissés, tout ce qui restait de son empire. C'est alors qu'il a vu l'annonce. Une vieille maison à vendre, pratiquement abandonnée dans un quartier excentré de la banlieue parisienne. Le prix était bas, suffisamment bas pour ses dernières économies. Parfait, pensa-t-il, pour celui qui prévoyait de disparaître. En marchant vers l'adresse, Jean-Pierre fit les comptes mentalement. L'argent qu'il avait lui permettrait d'acheter la maison et quelques semaines de nourriture. Après cela, il ne prévoyait plus d'être là pour s'en soucier. La maison était exactement comme Jean-Pierre imaginait qu'elle serait à l'intérieur, un reflet parfait de ce que sa vie était devenue. L'odeur de moisi imprégnait chaque pièce. Les murs décrépits affichaient des taches d'infiltration et le parquet grinçait à chaque pas. Mais pour ses intentions, c'était parfait. L'ancien propriétaire, un vieil homme qui pouvait à peine marcher, accepta l'argent sans poser trop de questions. Il se contenta de remettre les clés rouillées et s'éloigna en boitant, comme s'il voulait lui aussi s'échapper de cet endroit le plus vite possible. Jean-Pierre traversa ce qui fut jadis le salon, ses chaussures italiennes soulevant des nuages de poussière à chaque pas. De vieux meubles recouverts de draps poussiéreux ressemblaient à des fantômes silencieux, témoins muets de ce qu'il prévoyait de faire. Au centre de la pièce, une poutre en bois massif traversait le plafond, ancienne, mais encore suffisamment résistante pour supporter le poids d'un homme. Ses mains tremblaient alors qu'il défaisait le nœud de sa cravate en soie, son dernier article de luxe. La pièce qui avait autrefois symbolisé le pouvoir et la réussite servirait désormais un but bien différent. Avec des doigts, autrefois habiles à signer des contrats millionnaires, il commença à préparer la boucle. Son portable dans sa poche vibra une dernière fois. C'était une notification d'Instagram. Sophie avait posté une photo avec Julien, dans un restaurant huppé. Elle souriait, radieuse, tandis que son ex-artiste l'étreignait par derrière. La légende était comme un coup de poignard. Quand on trouve son véritable amour, tout prend son sens. Jean-Pierre jeta l'appareil contre le mur, l'observant se briser comme sa vie l'avait fait. Les larmes coulaient librement désormais. Il n'y avait plus besoin de les cacher. Il n'y avait plus personne à impressionner. Personne à qui faire. Croire qu'il était fort. Il monta sur une vieille chaise qu'il trouva dans un coin, testant sa stabilité. Ses pensées revinrent à Chloé, sa petite princesse qui allait désormais grandir sans connaître son père. Peut-être était-ce mieux ainsi, pensa-t-il amèrement. Mieux valait qu'elle garde les souvenirs du père puissant et prospère plutôt que de connaître la ruine qu'il était devenu. La boucle était déjà prête, pendant de la poutre comme un serpent à l'affût. Jean-Pierre l'ajusta autour de son cou, sentant le tissu fin de la cravate lui égratigner la peau. Il ferma les yeux, se préparant à faire le pas final. C'est alors qu'il entendit un rire, petit, innocent, comme des clochettes qui tintent dans le vent. Tellement déplacé dans ce décor de désespoir que pendant un moment, il crut qu'il imaginait des choses. Il ouvrit les yeux et son cœur faillit s'arrêter. Là debout, sur le pas de la porte du salon,
se tenait une petite fille. Elle ne devait pas avoir plus de 4 ans. Elle portait une robe élimée qui avait autrefois été rose, ses petits pieds sales laissaient des traces sur le sol poussiéreux. Ses cheveux sombres, emmêlés et mal coupés, encadraient un visage qui, malgré les conditions précaires, irradiait une curiosité authentique. « C'est quoi ce jeu ?» demanda-t-elle, penchant la tête sur le côté comme un oiseau curieux. Jean-Pierre se figea. Son esprit tentait de traiter la situation absurde. D'où était venu cet enfant? Que faisait-elle là? Ce n'est pas un jeu, répondit-il, sa voix rauque. Tu ne devrais pas être ici. Où sont tes parents? La petite fille haussa les épaules, un geste étonnamment adulte pour quelqu'un d'aussi petit. Je n'ai pas de parents, répondit-elle avec une simplicité dévastatrice. J'habite ici. Les mots frappèrent Jean-Pierre comme un coup de poing à l'estomac. Il regarda autour de lui, remarquant pour la première fois de petits signes de présence enfantine qu'il avait ignorés auparavant. Un morceau de craie coloré dans un coin, une poupée de chiffon élimée cachée derrière une boîte. Comment ça, tu habites ici? Seule? Oui, répondit-elle, s'approchant sans peur. Je m'appelle Léa. Je peux jouer aussi? Avant que Jean-Pierre ne puisse répondre, elle pointa du doigt la boucle à son cou. Ça a l'air amusant. Tu m'en fais un aussi? Le monde sembla s'arrêter. Le voilà un adulte qui prévoyait d'abandonner tout, tandis qu'une enfant qui n'avait rien, qui vivait seule dans une maison abandonnée, considérait la même situation comme un jeu. Ses jambes flanchèrent. Il descendit de la chaise d'un mouvement brusque, arrachant la cravate de son cou comme si elle brûlait. Il tomba à genoux sur le sol poussiéreux, des sanglots violents secouant son corps. Léa s'approcha, ses pas petits et silencieux sur le vieux plancher. Elle s'arrêta devant lui, l'observant avec un mélange de curiosité et d'inquiétude que seul un enfant peut manifester. « Pourquoi tu pleures ?» demanda-t-elle, sa voix douce comme une brise. « Tu t'es fait mal ?» Jean-Pierre leva le visage, rencontrant les yeux de la petite fille, des yeux qui, malgré toutes les difficultés qu'elle avait certainement déjà rencontrées, conservaient encore une lueur d'innocence et d'espoir. « Oui, » répondit-il entre deux sanglots, « mais pas de la façon dont tu le penses. » Léa resta silencieuse un instant, comme si elle traitait ses paroles. Puis, elle fit quelque chose que Jean-Pierre n'aurait jamais imaginé. Elle commença à chanter. C'était une mélodie simple, probablement apprise quelque part, qu'il ne saurait jamais. Sa voix, bien qu'infantile, avait une qualité unique, douce et cristalline, comme l'eau qui coule sur les pierres dans un ruisseau. La musique emplit l'atmosphère sombre, résonnant à travers les murs vides, transformant ce lieu de désespoir en quelque chose de différent, quelque chose de vivant, quelque chose avec de l'espoir. Et en écoutant cette voix petite mais puissante, quelque chose commença à changer à l'intérieur de Jean-Pierre. L'obscurité qui le consumait commença à reculer, comme des ombres, fuyant la lumière de l'aube. Le voilà, un homme qui avait tout et a tout perdu, consolé par une enfant qui n'a jamais rien eu, mais qui trouvait encore des raisons de chanter. L'ironie de la situation ne lui échappa pas. Il avait choisi cette maison pour mourir, mais au lieu de cela, il trouva quelque chose de bien plus précieux, une raison de vivre. Les jours qui suivirent furent des montagnes russes d'émotions pour Jean-Pierre. La découverte de Léa avait complètement changé ses plans, mais la réalité de sa situation était toujours brutale. L'argent s'épuisait rapidement, et maintenant il devait penser non seulement à lui-même, mais aussi à la petite fille qui, sans le vouloir, avait sauvé sa vie. Peu à peu, il découvrit davantage sur la petite Léa. Elle vivait pratiquement, seule dans cette maison depuis des mois, survivant des restes de nourriture qu'elle trouvait et de la bonté occasionnelle de voisins qui remarquaient à peine son existence. Personne ne savait exactement d'où elle venait. Certains disaient qu'elle avait été abandonnée, d'autres qu'elle s'était enfuie de quelque part. La seule certitude était que personne ne l'avait jamais recherchée. Un matin particulièrement froid, Jean-Pierre se réveilla avec le son de Léa qui toussait. Elle était recroquevillée dans un coin, tremblant, ne portant que la fine robe qui était pratiquement son seul vêtement. Son cœur se serra en voyant cette scène. « Viens ici », l'appela-t-il tendant les bras.
La petite fille hésita un instant, un réflexe d'une vie où l'affection était rare, mais s'approcha bientôt. Jean-Pierre enleva son propre manteau et l'enveloppa dedans, observant comment le tissu engloutissait son petit corps maigre. « Il faut qu'on t'achète des vêtements », dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Il vérifia l'argent qui restait, quelques billets froissés qui suffiraient à peine pour une semaine de nourriture. Mais il ne pouvait pas la laisser avoir froid. Cet après-midi-là, il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il entra dans un magasin de vêtements d'occasion, une friperie. Lui, qui n'avait porté que des marques internationales, fouillait maintenant dans des portants de vêtements de seconde main, cherchant quelque chose qui irait à Léa. La vendeuse, une dame âgée aux yeux bienveillants, observait avec curiosité cet homme qui, malgré les vêtements chers déjà usés, avait clairement connu des jours meilleurs. Lorsque Léa essaya une robe bleue simple, mais propre et chaude, ses yeux brillèrent d'une manière qui fit mal au cœur de Jean-Pierre. « Je n'ai jamais eu de robe neuve », dit-elle, tournant devant le miroir brisé du magasin. Pour elle, cette pièce d'occasion était comme un trésor. Sur le chemin du retour, Jean-Pierre s'arrêta devant une école publique. Des enfants jouaient dans la cour, leur rire résonnant dans la rue. Léa observait, fascinée, serrant le sac avec ses nouveaux vêtements contre sa poitrine. « Tu veux aller à l'école » demanda-t-il, observant comment ses yeux suivaient les autres enfants. « Je peux » Sa question sortit dans un murmure plein d'espoir, comme si elle craignait que le simple fait de souhaiter quelque chose puisse faire disparaître la possibilité. C'est à ce moment-là que Jean-Pierre prit une décision qui changerait leur vie à jamais. Ce ne serait pas facile, il le savait. Un homme sans papier, sans justificatif de domicile, essayant d'inscrire une enfant qui techniquement n'existait, même pas dans le système. Mais il devait essayer. Le lendemain matin, il mit sa dernière chemise propre et se rendit à l'école. La directrice, une femme d'âge mûr, appelée Madame Dubois, écouta son histoire avec un mélange de scepticisme et de compassion. « O nome Dubois foi mantido para criar uma relação com Jean-Pierre. Vous comprenez bien que, sans papier, sans preuve de tutelle, il est pratiquement impossible de l'inscrire ?» expliqua-t-elle, ajustant ses lunettes à monture fine. « Je vous en prie !» Jean-Pierre se surprit à supplier, ce qui, il y a quelques mois, aurait été impensable pour lui. Elle a besoin d'une chance, elle a besoin d'étudier et d'avoir une vie normale. Madame Dubois observa par la fenêtre, où Léa attendait assise sur un banc, fredonnant doucement pour elle-même. « Elle chante bien », commenta la directrice, remarquant et comment même les oiseaux semblèrent s'arrêter pour écouter la mélodie enfantine. « Oui, elle a un don », répondit Jean-Pierre, une lueur de son ancien instinct pour les talents surgissant momentanément. Après ce qui lui sembla une éternité, Madame Dubois soupira. « Je vais faire quelque chose que je ne devrais pas », dit-elle, prenant quelques formulaires. « Je vais l'inscrire provisoirement, mais vous devez régulariser sa situation. Adressez-vous aux services sociaux, déposez une demande de tutelle. Je ne peux pas garder une élève indéfiniment sans papier. » Cette petite victoire fut comme un rayon de lumière au milieu de l'obscurité. Voir Léa porter l'uniforme scolaire pour la première fois, ses cheveux maintenant peignés et attachés en 2 tresses, faite avec l'aide d'une voisine, fut un moment que Jean-Pierre garderait à jamais. Mais la réalité frappa bientôt à la porte. Pour maintenir Léa à l'école, il faudrait de l'argent, pour le matériel, pour la nourriture, pour des vêtements appropriés. Son orgueil, déjà en lambeaux, dut être complètement mis de côté. Il commença à faire des petits boulots, il lavait des voitures, portait des courses, faisait de petites réparations. Lui, qui avait autrefois coordonné des équipes entières, travaillait maintenant comme aide-maçon. Ses mains, autrefois habituées à signer des contrats, connurent désormais les callosités et les blessures. Tous les matins, il emmenait Léa à l'école avant d'aller travailler. L'après-midi, quand il venait la chercher, elle l'accueillait toujours avec un sourire et une nouvelle chanson qu'elle avait apprise. Ces moments faisaient que tous les efforts valèrent la peine. Mais tout n'était pas que sourire. La nuit, quand Léa dormait, Jean-Pierre affrontait ses propres démons. Les souvenirs de sa vie antérieure le hantaient, le visage de Chloé, sa fille biologique qui grandissait désormais sans le connaître, la trahison de Sophie,
la perte de tout, ce qu'il avait construit. Dans ces moments les plus sombres, il se demandait s'il avait le droit d'essayer d'être père à nouveau, s'il ne faisait que s'illusionner. La situation se compliqua encore lorsque les services sociaux commencèrent enfin à enquêter au cas de Léa. Une assistante sociale, Madame Martin, commença à faire des visites régulières. Ses expressions de désapprobation en voyant les conditions de la maison étaient évidentes. « Monsieur Dubois, dit-elle lors d'une de ses visites, je comprends votre bonne intention, mais vous devez comprendre que vous ne pouvez pas simplement décider de prendre soin d'un enfant sans aucune formalisation. Il y a des procédures, il y a des règles. Et qu'adviendra-t-il d'elle si je ne peux pas obtenir sa tutelle ? Demanda-t-il, craignant la réponse. Elle sera placée dans un foyer, où elle pourra être adoptée par une famille ayant les conditions adéquates pour l'élever, répondit Madame Martin, son ton professionnel, mais non dépourvu de compassion. Ces mots furent comme des coups de poignard dans le cœur de Jean-Pierre. Un foyer, après tout ce que Léa avait déjà vécu, après le lien qu'ils avaient créé. Cette nuit-là, en observant Léa dormir, enveloppée dans sa fine couverture, Jean-Pierre fit une promesse silencieuse. Peu importe ce qu'il devrait faire, il ne laisserait pas qu'on la lui enlève. Elle avait déjà subi trop d'abandon dans sa courte vie. La bataille pour la tutelle de Léa devint un parcours épuisant. Chaque jour apportait un nouveau défi, une nouvelle exigence, un nouveau document que Jean-Pierre devait fournir. Le processus bureaucratique semblait une montagne impossible à gravir pour quelqu'un dans sa situation. Un matin particulièrement difficile, Jean-Pierre était assis sur une chaise dure dans la salle d'attente du tribunal de grande instance, attendant une nouvelle audience. Ses vêtements, bien que propres, étaient visiblement usés. Ses mains calleuses tenaient un dossier avec tous les documents qu'il avait réussi à réunir, justificatifs des petits boulots qu'il faisait, déclarations de voisins, bulletins scolaires de Léa. De l'autre côté de la salle, un couple bien habillé l'observait avec une curiosité mal dissimulée. L'homme portait un costume qui coûtait probablement plus que tout ce que Jean-Pierre avait gagné ces derniers mois. La femme portait un sac de marque qu'il reconnut. C'était le genre qu'il avait l'habitude d'offrir à Sophie. « Monsieur Dubois !» appela la secrétaire, interrompant ses pensées. En entrant dans la salle du juge, il sentit son estomac se nouer. Madame Lambert était connue pour sa rigueur dans les affaires de tutelle. Ses yeux perspicaces derrière ses lunettes à monture fine semblaient voir à travers toute tentative de dissimulation. « Monsieur Dubois !» commença-t-elle, feuilletant le dossier. « Votre situation est, pour le moins, particulière. Un homme sans domicile fixe, sans emploi formel, tentant d'obtenir la tutelle d'une enfant qui techniquement n'existe même pas dans les registres officiels. » Jean-Pierre déglutit difficilement. « Madame le juge, je sais que ma situation n'est pas idéale, mais... »« Pas idéale ?» interrompit-elle. « Vous vivez dans une maison qui tient à peine debout, vous faites des petits boulots pour survivre, et vous croyez pouvoir élever un enfant ?» Les mots étaient durs, mais vrais. Malgré tout, Jean-Pierre ne pouvait pas abandonner. « Je comprends vos préoccupations, » dit-il, gardant une voix ferme. « Mais Léa n'est pas seulement un enfant que j'ai rencontré. Elle m'a sauvé. Quand je n'avais plus de raison de continuer, elle m'en a donné une. » Le juge ajusta ses lunettes, son regard s'adoucissant légèrement. « Continuez. Avant de la rencontrer, j'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais j'ai tout perdu. J'étais sur le point de... » Il hésita, les souvenirs de cette nuit encore douloureux. « J'étais sur le point d'abandonner. Mais Léa est apparue et, sans le savoir, m'a montré qu'il y avait encore de l'espoir. Depuis, je me bats tous les jours pour lui donner la vie qu'elle mérite. » Madame Lambert feuilleta encore quelques pages du dossier. « J'ai ici le rapport de l'école. La petite fille s'est distinguée, surtout en musique. La directrice fait l'éloge de son développement et de son adaptation. » Jean-Pierre sentit une petite lueur d'espoir. « Oui, elle a un don naturel pour la musique. Et plus que cela, elle a une force intérieure incroyable. Après tout ce qu'elle a vécu, elle parvient encore à sourire, à chanter, à rêver. » Le juge l'observa longuement avant de poursuivre. « Monsieur Dubois, vous savez qu'il... »
Existent des familles dans une situation beaucoup plus stable intéressées par l'adoption. Des familles qui pourraient offrir à Léa le confort matériel, une éducation de qualité. Je sais, répondit-il, sentant son cœur se serrer. Et si je croyais que ce serait le mieux pour elle, je me mettrais de côté. Mais Léa a déjà subi trop d'abandon. Elle a besoin d'amour, de constance, de quelqu'un qui comprenne son histoire et sa douleur. Elle a besoin de quelqu'un qui promette de ne jamais l'abandonner, quoi qu'il arrive. Un silence pesant tomba sur la salle. Jean-Pierre pouvait entendre son propre cœur battre. Finalement, Madame Lambert ferma le dossier. « Je vais être honnête, dit-elle. Votre situation est loin d'être idéale. Dans des circonstances normales, je n'envisagerais jamais d'accorder la tutelle dans de telles conditions. » Jean-Pierre sentit le monde s'effondrer, mais avant qu'il ne puisse protester, elle continua. « Cependant, ce n'est pas un cas normal. Le lien que vous avez développé est évident. Et parfois, ce dont un enfant a le plus besoin, ce n'est pas de confort matériel, mais d'amour véritable et de dévouement. » Elle fit une pause, comme si elle pesait soigneusement ses prochains mots. « Je vais établir une période d'évaluation. Vous aurez 6 mois pour améliorer vos conditions. Je dois voir des efforts concrets, un travail plus stable, un logement plus convenable. Pendant cette période, Léa restera sous votre tutelle provisoire, avec des visites régulières des services sociaux. » C'était plus que ce que Jean-Pierre espérait. Il sortit du tribunal avec un mélange de soulagement et de détermination renouvelée. Il avait une chance, petite, difficile, mais réelle. Cet après-midi-là, quand il alla chercher Léa à l'école, elle courut dans ses bras comme elle le faisait toujours. Son uniforme était un peu taché de peinture. Il y avait eu un cours d'art ce jour-là, et ses yeux brillaient d'excitation. « Papa !» l'appela-t-elle, le mot encore nouveau et précieux pour tous les deux. Aujourd'hui, la maîtresse m'a laissé chanter devant toute la classe. Tout le monde a applaudi. Jean-Pierre la serra fort dans ses bras, sentant les larmes lui monter aux yeux. « C'est merveilleux, mon amour. Tu es très courageuse. »« Je n'ai même pas pleuré, » continua-t-elle fière. « La maîtresse a dit que j'ai un talent naturel. » Ces mots allumèrent une idée dans l'esprit de Jean-Pierre. Peut-être y avait-il un moyen de transformer le don de Léa en une opportunité pour tous les deux. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, Jean-Pierre prit son ancien téléphone portable, réparé tant bien que mal, après la nuit où il l'avait jeté contre le mur. Il commença à rechercher des festivals de musique, des concours, tout événement où un enfant talentueux pourrait se produire. Il trouva un petit festival qui se déroulerait dans le quartier voisin dans quelques semaines. Le prix n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Et lui, plus que quiconque, savait comment les petits débuts pouvaient mener à de grandes réalisations. « On va y arriver, ma petite », murmura-t-il, observant Léa dormir paisiblement. « Je te le promets. » Les semaines qui précédèrent le festival furent intenses. Jean-Pierre consacrait chaque minute libre à aider Léa à se préparer, même sans avoir aucune connaissance formelle de la musique. Il observait comment elle chantait naturellement, sa voix douce, remplissant les pièces vides de la vieille maison, d'une beauté qui semblait ne pas appartenir à cet endroit. Un après-midi, alors qu'il travaillait comme aide sur un chantier, et voisin, Jean-Pierre entendit une conversation qui allait changer ses plans. 2 maçons commentaient qu'une dame donnait des cours de musique chez elle en demandant très peu d'argent aux élèves du quartier. Elle s'appelait Madame Béatrice, et c'était une ancienne professeure du conservatoire qui, maintenant retraitée, consacrait son temps à enseigner à des enfants qui ne pouvaient pas se permettre des cours particuliers. Le cœur battant, Jean-Pierre frappa à la porte de la maison simple mais bien entretenue de Madame Béatrice. La dame, avec ses cheveux blancs retenus en un chignon élégant et ses lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour du cou, l'accueillit avec un sourire doux. « Je n'ai pas beaucoup d'argent, » expliqua-t-il, la honte lui brûlant le visage. « Mais ma fille, elle a un don, je dois l'aider à le développer. » Madame Béatrice ajusta ses lunettes et regarda Léa, qui se cachait partiellement derrière les jambes de Jean-Pierre. « Chante-moi quelque chose, ma chérie, » demanda-t-elle, s'asseyant au piano ancien qui occupait une bonne partie de son
Petit salon. Léa, d'habitude si dégourdie quand il s'agissait de musique, hésita. Jean-Pierre s'agenouilla à ses côtés, murmurant des mots d'encouragement. Finalement, elle commença à chanter, la même mélodie simple qu'elle avait chantée cette nuit fatidique, quand elle avait trouvé Jean-Pierre. Les yeux de Madame Béatrice s'écarquillèrent légèrement. Sans rien dire, elle commença à jouer quelques notes au piano, et Léa, instinctivement, suivit la mélodie. C'était comme si sa voix et l'instrument se parlaient, dansaient ensemble, en parfaite harmonie. Quand la musique s'arrêta, un silence recueilli plana dans la pièce. Madame Béatrice se tourna vers Jean-Pierre, ses yeux brillant d'une manière qu'il n'attendait pas. « Je ne vais rien vous demander, » dit-elle fermement. « Un talent comme ça ne peut pas être gaspillé, mais j'ai 2 conditions. Elle doit venir 3 fois par semaine, sans faute, et vous devez me promettre que vous la soutiendrez toujours, quoi qu'il arrive. » Jean-Pierre sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je vous le promets, » répondit-il, sa voix étranglée. « Je ferai n'importe quoi pour elle. » Les cours avec Madame Béatrice transformèrent Léa. Non seulement sa technique s'améliora rapidement, mais sa confiance grandit. La petite fille timide qui se cachait derrière les jambes de son père chantait maintenant avec une présence scénique surprenante pour son âge. Le festival approchait, et avec lui grandissait aussi l'anxiété de Jean-Pierre. Il avait utilisé le peu d'argent qu'il avait réussi à économiser pour acheter une nouvelle robe à Léa, rien de très cher, mais propre et joli. Madame Béatrice avait choisi une chanson parfaite pour sa voix, quelque chose qui mettrait en valeur son talent naturel. La veille de la représentation, alors qu'il coiffait les cheveux de Léa pour la nuit. Maintenant déjà plus habile dans les tresses qu'elle aimait tant, elle posa une question qui le prit par surprise. « Papa ?» commença-t-elle, sa petite voix reflétant une inquiétude qui ne devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi jeune. « Et si je ne gagne pas demain, tu vas être triste ?» Jean-Pierre arrêta ce qu'il était en train de faire, la tournant pour qu'il puisse la regarder dans les yeux. « Léa, écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe ce qu'il se passera demain, tu es déjà une gagnante. Tu sais pourquoi ?» Elle secoua la tête, curieuse. « Parce que tu n'as jamais abandonné. Même quand la vie était difficile, même quand tu étais seul, tu as continué à chanter, tu as continué à rêver. Cela vaut plus que n'importe quel prix. » Léa le serra fort dans ses bras et Jean-Pierre sentit son petit cœur battre contre sa poitrine. Comment était-il possible d'aimer autant quelqu'un en si peu de temps? Le jour du festival se leva ensoleillé. L'événement se déroulait sur une place du quartier, avec une petite scène improvisée et quelques rangées de chaises en plastique. Ce n'était rien comparé au grand spectacle que Jean-Pierre avait déjà produit, mais d'une certaine manière, cela semblait encore plus important. Madame Béatrice était là, assise au premier rang, ses mains entrelacées sur ses genoux, dans un geste d'anxiété contenue. À ses côtés, quelques autres enfants du quartier qui étaient également ses élèves attendaient leur tour de se produire. Quand on appela le nom de Léa, Jean-Pierre sentit son cœur s'arrêter. Elle monta sur scène avec sa nouvelle robe, les cheveux coiffés en 2 tresses parfaites, paraissant encore plus petite sous les lumières improvisées. Le silence qui suivit fut absolu. Et puis, elle commença à chanter. C'était comme si le monde entier s'arrêtait pour écouter. Sa voix pure et cristalline s'éleva dans l'air de l'après-midi, racontant une histoire d'espoir et de dépassement de soi à travers la mélodie. Les gens qui traversaient la place s'arrêtèrent, capturés par la magie de ce moment. Quand la dernière note se dissipa dans l'air, il y eut un moment de silence hébété avant que le public n'explose en applaudissements. Jean-Pierre vit des larmes dans les yeux de Madame Béatrice, vit des sourires émus sur les visages d'étrangers, mais rien ne se comparait au sourire de Léa quand elle descendit de scène et courut dans ses bras. À ce moment-là, il sut. Ce n'était que le début, ce ne fut pas une surprise quand ils annoncèrent le résultat. Léa avait gagné. Le prix n'était pas grand, juste un simple trophée et un bon d'achat dans un magasin d'instruments de musique du quartier. Mais le vrai prix fut ce qui se passa ensuite. Un homme s'approcha d'eux, se présentant comme organisateur d'événements culturels de la région. Il avait filmé la prestation de Léa et l'avait postée sur ses réseaux sociaux.
La vidéo commençait déjà à devenir virale. « Elle a quelque chose de spécial, dit-il, tendant sa carte à Jean-Pierre. J'aimerais l'inviter à se produire dans d'autres événements, petits encore, mais qui sait où cela peut mener ?» Jean-Pierre prit la carte avec des mains tremblantes, des souvenirs de sa vie antérieure comme impresario remontant à la surface. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas d'argent ou de pouvoir. Il s'agissait de donner à Léa la chance de briller, de développer son don. Cette nuit-là, en observant sa petite étoile dormir, serrant contre elle le trophée qui était plus grand qu'elle, Jean-Pierre fit de nouvelles promesses silencieuses. Cette fois, il ferait les choses correctement. Il ne laisserait pas le succès lui monter à la tête. Il ne perdrait pas de vue ce qui comptait vraiment. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le destin avait d'autres plans. La vidéo de Léa chantant continuait à se répandre sur Internet, atteignant des personnes qu'il n'attendait pas. Bientôt, son passé et son présent entreraient en collision d'une manière qu'il ne pourrait jamais prévoir. La vidéo de la prestation de Léa se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. En quelques jours, elle atteignit des milliers de vues. Les gens partageaient, commentaient, demandaient qui était cette petite fille à La Voix d'Ange. Ce qui avait commencé comme une simple prestation dans un festival de quartier était en train de se transformer en un phénomène viral. Jean-Pierre observait tout avec un mélange de fierté et d'appréhension. Son expérience antérieure dans le milieu artistique lui faisait comprendre mieux que quiconque comment la gloire pouvait être une arme à double tranchant. Chaque nouvelle invitation à se produire, chaque message d'admirateur, chaque proposition d'agent était soigneusement analysé. Un samedi matin, alors qu'il préparait le petit déjeuner simple qu'il parvenait à offrir à Léa, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Monsieur Dubois ?» La voix à l'autre bout du fil était professionnelle, polie. « Ici, la production de l'émission La France a du talent. Nous avons vu la vidéo de votre fille et nous aimerions l'inviter à une prestation spéciale dimanche prochain. » Le cœur de Jean-Pierre s'emballa. La France a du talent était l'une des émissions les plus regardées de la télévision. Une prestation là-bas pourrait propulser la carrière de n'importe quel artiste. C'est une opportunité unique, continua la productrice. Tous les coûts seront pris en charge par l'émission, transport, hébergement, costumes. Nous aimerions seulement que Léa chante la même chanson que dans la vidéo qui est devenue virale. Jean-Pierre regarda Léa, qui jouait distraitement avec son porridge, fredonnant doucement comme elle le faisait toujours. Elle paraissait si petite, si innocente. Serait-elle prête pour quelque chose d'aussi grand ? « Puis-je vous donner une réponse demain ?» demanda-t-il. « Je dois d'abord en parler avec elle. » Cette nuit-là, après le dîner, Jean-Pierre s'assit avec Léa sur le petit canapé du salon. Il lui expliqua l'invitation, l'émission, essayant d'utiliser des mots qu'elle puisse comprendre. « Il y aura beaucoup de gens qui regarderont. Beaucoup. Plus qu'au festival, expliqua-t-il. Et tu ne chanteras pas seulement pour les gens du quartier, mais pour toute la France. Comment tu te sens par rapport à ça ?» Léa resta silencieuse un instant, ses petits doigts jouant avec le bas de sa robe. « Je pourrais porter une belle robe ?» demanda-t-elle finalement. Jean-Pierre sourit. « Oui, l'émission te donnera une robe spéciale, et tu seras là avec moi. » « Bien sûr que oui, mon amour, toujours. » Elle sourit, ce sourire qui illuminait tout l'environnement. « Alors, je veux chanter. » Le lundi suivant, Jean-Pierre appela pour confirmer la participation. Les jours qui suivirent furent une course folle de préparatifs. Madame Béatrice intensifia les cours, travaillant non seulement la technique vocale, mais aussi aidant Léa à gérer son trac. « Quand tu seras là-bas, » expliquait la professeure gentiment, « imagine que tu chantes seulement pour ton papa comme tu le fais ici à la maison. » Le grand jour arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. Une voiture de l'émission vint les chercher tôt, les emmenant au studio de la chaîne. Léa était émerveillée partout, les lumières, les caméras, les loges pleines de miroirs. La costumière de l'émission apporta plusieurs options de robes.
Léa essaya chacune avec l'enthousiasme propre d'un enfant qui n'a jamais eu beaucoup de beaux vêtements. Finalement, ils choisirent une robe bleu clair, avec de petites fleurs brodées et un ruban de satin à la taille. Tandis qu'une maquilleuse professionnelle réalisait un maquillage léger sur le visage de Léa, adapté à son âge, Jean-Pierre observait tout avec la gorge serrée. Il se rappela combien de fois il avait été de l'autre côté, comme impresario, gérant des artistes dans des émissions comme celle-ci. Maintenant, il était là comme père, ses mains transpirant de nervosité, son cœur battant à tout rompre. C'est alors qu'il entendit une voix qui glaça son sang. Quelle agréable! Coïncidence! Jean-Pierre se retourna lentement. Là, debout sur le pas de la porte de la loge, se tenait Julien, son ex-artiste, l'homme que Sophie avait choisi, maintenant l'une des plus grandes stars du pays. Il souriait, mais ses yeux avaient une lueur calculatrice que Jean-Pierre connaissait bien. Alors, c'est elle la petite sensation d'Internet? Continua Julien, entrant dans la loge comme s'il était chez lui. Le monde est petit, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Léa, sentant la tension dans l'air, arrêta de fredonner et regarda son père, inquiète. Julien s'approcha d'elle, toujours souriant. « Bonjour, princesse, je suis Julien. Je vais me produire dans l'émission aussi aujourd'hui. » Jean-Pierre fit un pas en avant, se plaçant entre Julien et Léa. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Détends-toi, Jean-Pierre, » répondit Julien, levant les mains en signe de fausse paix. « Je suis juste venu souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui va être très intéressé d'apprendre ta nouvelle découverte. » Avant que Jean-Pierre ne puisse répondre, un assistant de production entra en courant dans la loge. 5 minutes avant la prestation de Léa, le cœur de Jean-Pierre battait à tout rompre, mais il devait se maîtriser. Il ne pouvait pas laisser Léa percevoir sa nervosité. Il s'agenouilla devant elle, ajustant le ruban de sa robe. « Tu te souviens de ce que Madame Béatrice a dit ?» demanda-t-il doucement. Léa acquiesça. « Imaginez que je chante seulement pour toi. C'est ça, tu vas cartonner, mon amour. » Quand Léa monta sur scène, sous les lumières brillantes du studio, Jean-Pierre retint son souffle. L'animateur fit une introduction chaleureuse, racontant brièvement l'histoire de la vidéo virale. Et puis, elle commença à chanter. C'était magique. Sa voix, encore plus belle grâce au travail de Madame Béatrice, emplit le studio. Le public, qui quelques instants auparavant bavardait et bougeait, se tut complètement. Les caméras captaient chaque expression, chaque note parfaite. Jean-Pierre observait depuis les coulisses, les larmes coulant librement sur son visage. Sur le moniteur à côté, il pouvait voir les gros plans que la direction faisait sur le visage de Léa, sur ses yeux fermés tandis qu'elle se livrait à la musique. Quand elle termina, le studio explosa en applaudissements. L'animateur courut pour la serrer dans ses bras, visiblement ému. Le public était debout, mais Jean-Pierre eut à peine le temps de savourer ce moment de triomphe. Son portable vibra dans sa poche, un message d'un numéro qu'il n'avait pas supprimé, même après. Tout ce temps, c'était de Sophie. « Il faut que l'on parle de ta nouvelle protégée. Demain, 10 heures, au café près de la chaîne. Ne sois pas en retard. » La peur glaciale qui s'installa dans sa poitrine n'était pas pour lui. Elle était pour Léa. Il savait, mieux que quiconque, ce dont Sophie était capable quand elle voulait quelque chose. Le café était pratiquement vide quand Jean-Pierre arriva. Il choisit une table dans un coin d'où il pouvait voir la porte. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il tenait sa tasse de café bon marché. C'était tout ce qu'il pouvait se permettre, et même cela pesait sur son budget. Serré. Léa était restée avec Madame Béatrice, qui s'était empressée de proposer de s'occuper d'elle pendant cette rencontre. La professeure de musique était devenue plus qu'une mentor. Elle était pratiquement une grand-mère pour la petite fille. Exactement à 10 heures, Sophie entra dans l'établissement. Même après tout ce temps, sa présence causait encore un impact. Elle portait un tailleur impeccable, des talons hauts qui résonnaient sur le sol, des bijoux discrets mais visiblement chers. Son parfum familier emplit l'atmosphère quand elle s'assit en face de Jean-Pierre. « Tu as une mine affreuse », furent ses premières paroles, observant les vêtements usés de son ex-mari. « Qu'est-ce que tu veux, Sophie ?» demanda Jean-Pierre, allant droit au but.
Il ne voulait pas prolonger cette rencontre plus que nécessaire. Elle ouvrit son sac de marque, sortant une tablette dernier cri. Avec quelques gestes, elle montra la vidéo virale de Léa et sa prestation à l'émission de télévision. « Impressionnant », commenta-t-elle, sa voix calculée. « La petite a un talent naturel. Avec l'entraînement adéquat, les bonnes relations, une équipe professionnelle, elle pourrait aller loin. » Jean-Pierre sentit son estomac se nouer. Il connaissait ce ton. C'était le même qu'elle utilisait quand elle planifiait quelque chose. « Léa n'est pas à vendre, Sophie. » « Ne sois pas dramatique, Jean-Pierre, » répondit-elle, levant les yeux au ciel. « Personne ne parle de vendre. Et quoi que ce soit, je propose une opportunité. Toi, plus que quiconque, devrais en connaître la valeur. » Elle fit une pause, prenant une gorgée du café gourmet qu'elle avait commandé avant de continuer. « Julien et moi lançons un nouveau label. Nous voulons nous concentrer sur les jeunes talents. Quelque chose de plus familial. Léa serait parfaite comme notre première artiste. »« Non, » répondit Jean-Pierre immédiatement, « elle n'est qu'une enfant. »« Une enfant que tu fais chanter. »« À la télévision ?» rétorqua Sophie. « Ne sois pas hypocrite. La différence, c'est qu'avec nous, elle aurait une structure, une protection, un avenir garanti. » Jean-Pierre sentit la colère monter dans sa poitrine. « Une protection ? Comme celle que tu as offerte à notre fille quand tu m'as empêché de la voir ?» Le visage de Sophie se durcit. « N'ose pas comparer les situations. Chloé va très bien. Elle fréquente les meilleures écoles. Elle a tout ce dont elle a besoin. Qu'est-ce que tu peux offrir à Léa? Une maison qui tombe en ruine? Des vêtements de friperie? »« Je peux offrir de l'amour, » répondit-il, sa voix ferme. « Je peux offrir un foyer où elle est aimée pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle peut produire. » Sophie rit, un son froid et sans humour. « L'amour ne paie pas les factures, Jean-Pierre. Il n'achète pas les opportunités. Tu as été plus intelligent que ça. » Elle sortit une enveloppe de son sac, la faisant glisser sur la table. « Voici notre proposition. C'est un contrat d'exclusivité. Nous nous occuperions de tout. Logement, éducation, carrière. Tu pourrais continuer à être le père, supervisé, bien sûr. » Supervisé, le mot sortit comme un grognement. Naturellement, nous ne pouvons pas risquer son image avec un père. Eh bien, dans ta situation actuelle. Jean-Pierre prit l'enveloppe, mais au lieu de l'ouvrir, il la déchira en morceaux. Non, le sourire de Sophie disparut. Tu n'es pas en position de refuser, Jean-Pierre. Ta situation avec sa tutelle est précaire, au minimum. Un juge serait très intéressé d'apprendre comment une enfant sans papier a fini sous ta garde. Tu me menaces? Je suis réaliste. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer quand ils découvriront ton passé? Un ancien impresario ruiné qui a tout perdu, vivant dans des conditions douteuses avec une mineure. Ça ne paraît pas très approprié, n'est-ce pas? Jean-Pierre sentit son sang se glacer. Il savait qu'elle avait du pouvoir, des relations. Elle pourrait vraiment transformer sa vie en enfer si elle le voulait. « Réfléchis bien, » continua-t-elle se levant. « Tu as 48 heures pour reconsidérer. Après ça, eh bien, je ne peux pas promettre que les autorités ne seront pas informées. De certaines irrégularités. » Elle jeta quelques billets sur la table, plus que suffisants pour payer les 2 cafés. « C'est pour le taxi, » dit-elle avec un sourire cruel. « Je sais que tu fais des économies. » Quand Sophie sortit, Jean-Pierre resta assis, sentant le poids du monde sur ses épaules. Son portable vibra. C'était un message de Madame Béatrice, avec une photo de Léa. La petite fille souriait, assise au piano, visiblement heureuse. L'image fit son cœur se serrer. Il ne pouvait pas la perdre. Il ne pouvait pas laisser Sophie transformer quelque chose d'aussi pur en un de ses projets calculés. Mais comment lutter contre quelqu'un avec autant de pouvoir? Comment protéger Léa quand il parvenait à peine à se protéger lui-même? Cette nuit-là, après avoir récupéré Léa, Jean-Pierre la regardait dormir. Elle fredonnait encore, dans ses rêves, une habitude qu'il trouvait adorable. Son petit visage était serein, sans aucune trace des préoccupations qui tourmentaient maintenant son père. Le portable vibra à nouveau, un autre message de Sophie. « 42 heures, Jean-Pierre.
Le temps passe. Il éteignit l'appareil, ne voulant pas voir d'autres menaces. Il devait réfléchir, il avait besoin d'un plan. C'est alors qu'il se souvint de quelque chose qu'il avait gardé au fond d'un tiroir, une carte de visite ancienne, de quelqu'un qui peut-être, juste peut-être, pourrait l'aider. C'était un avocat qu'il avait connu du temps de sa gloire, quelqu'un qui avait toujours paru différent des autres, plus intéressé par la justice que par l'argent. Ses mains tremblaient tandis qu'il composait le numéro. Il était déjà passé. Minuit, mais à sa grande surprise, l'appel fut pris. « Maître Lefebvre, ici Jean-Pierre Dubois. Je sais que ça fait longtemps, mais j'ai besoin de votre aide. » La voix à l'autre bout du fil fut douce, sans aucune trace du mépris que Jean-Pierre avait pris l'habitude de recevoir depuis sa chute. « Jean-Pierre, je suivais justement ton histoire. J'ai vu ta petite à la télévision hier. Impressionnante. Maître, je suis dans le pétrin, de gros problèmes. Il y eut une pause de l'autre côté. Passe à mon cabinet demain, à la première heure. On va en parler. » Jean-Pierre raccrocha le téléphone, sentant une petite flamme d'espoir. Il retourna observer Léa, qui bougea dans son sommeil, serrant plus fort son oreiller. « Tout va bien, se passer, mon amour, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Je te le promets. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que Sophie aussi passait ses propres coups de fil cette nuit-là, et que la bataille, qui était sur le point de commencer, serait bien plus importante qu'il ne l'imaginait. Le cabinet de Maître Lefebvre était bien différent de ce dont Jean-Pierre se souvenait. Il n'y avait plus la somptuosité d'avant, les meubles chers, les œuvres d'art au mur. C'était un lieu simple, bien qu'organisé, dans un immeuble commercial modeste du centre-ville. « J'ai aussi perdu beaucoup de choses ces dernières années », expliqua l'avocat, remarquant le regard de Jean-Pierre. « Mais contrairement à d'autres, ce n'est pas à cause d'une mauvaise gestion. J'ai choisi de suivre un chemin différent, de défendre des causes auxquelles je crois vraiment. » Jean-Pierre s'assit sur la chaise simple en face du bureau, Léa à ses côtés. Il n'avait personne à qui la confier ce matin-là. Madame Béatrice avait des engagements et il ne faisait confiance à personne d'autre. Maître Lefebvre sourit gentiment à la petite fille. « Tu dois être Léa, j'ai vu ta prestation à la télévision, c'était très beau. » Elle sourit timidement, se rapprochant de Jean-Pierre. L'avocat reporta ensuite son attention sur les papiers que Jean-Pierre avait apportés. Tous les documents relatifs à la garde provisoire, les menaces de Sophie, le contrat déchiré du label. « Situation compliquée, murmura-t-il, ajustant ses lunettes. Votre ex-femme a des relations puissantes, de l'influence, et malheureusement, sur le papier, elle a des arguments qu'un juge plus conservateur pourrait considérer comme valables. » Jean-Pierre sentit son cœur se serrer. « Je ne peux pas la perdre, maître. Je ne peux pas laisser qu'il la transforme en une machine à faire de l'argent. » Maître Lefebvre leva les yeux des documents, son regard pénétrant. « Vous savez pourquoi j'ai quitté le droit des affaires, Jean-Pierre? Parce que j'en avais marre de voir des gens comme votre ex-femme toujours gagner. J'en avais marre de voir l'argent décider de ce qui est juste et de ce qui est faux. » Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. « Mais parfois, très rarement, nous avons la chance de mener la bonne bataille. Et quand je vous vois tous les deux ensemble, la façon dont elle s'appuie sur vous, comment vos yeux la suivent constamment, inquiet, je sais que c'est l'une de ces batailles. »« Mais comment ?» demanda Jean-Pierre, sa voix étranglée. « Je n'ai pas d'argent pour un long procès, je n'ai pas... »« L'argent n'est pas un problème, » interrompit Maître Lefebvre. « Je vais prendre votre affaire pro bono, mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance et que vous suiviez exactement ce que je vais vous dire. » L'avocat se rassit, maintenant, avec une expression déterminée. « Premièrement, nous devons régulariser la situation de Léa. Cela signifie trouver toute documentation sur son passé, son origine. Sans cela, Sophie peut utiliser l'irrégularité de la situation contre vous. » « Mais nous ne savons rien sur son passé, » répondit Jean-Pierre, désespéré. « Tout le monde a un passé, Jean-Pierre. Nous devons juste chercher aux bons endroits. » Maître Lefebvre prit un bloc-notes et commença à faire une liste. « Je vais contacter quelques relations, hôpitaux, foyers, état civil. Quelqu'un, quelque part, doit avoir des informations sur elle.
En attendant, vous devez renforcer votre position. Comment? Trouver un emploi stable. Pas besoin que ce soit quelque chose de grandiose, mais quelque chose avec un contrat de travail stable. Améliorer un peu les conditions de la maison. Pas besoin que ce soit luxueux, mais ça doit être sûr et propre. Et plus important encore, documenter tout. Tout? Tout. Chaque représentation d'elle, chaque cours avec Madame Béatrice, chaque moment du quotidien. Nous devons prouver que, malgré les difficultés matérielles, vous offrez quelque chose que Sophie et son label ne pourraient jamais offrir. Un environnement familial sain, un amour véritable, une enfance normale. Léa, qui était restée, calme jusqu'alors, tira sur la manche du veston usé de Jean-Pierre. « Papa, j'ai faim !» Maître Lefebvre sourit, ouvrant un tiroir de son bureau. Il en sortit un paquet de biscuits. « J'ai une petite fille de ton âge, » expliqua-t-il, offrant les biscuits. « J'en garde toujours quelques-uns ici. Pourquoi tu n'irais pas à cette petite table là-bas et tu en manges un peu pendant que je parle avec ton papa ?» Quand Léa s'éloigna, heureuse avec son goûter, l'avocat baissa la voix. « Jean-Pierre, il faut que vous compreniez une chose. Cette bataille va être difficile. Sophie va jouer salement. Elle va essayer de vous provoquer, de vous déstabiliser. Ne tombez pas dans son piège. » « Comment ça ? Elle va essayer de vous faire paraître instable, dangereux. Elle va utiliser votre passé, votre chute, contre vous. Peu importe ce qu'elle fasse ou dise, gardez votre calme. Chaque réaction de votre part sera utilisée contre vous devant un tribunal. » Jean-Pierre acquiesça, comprenant la gravité de la situation. Maître Lefebvre continua. « Et il y a encore une chose, Julien. Quoi de lui? Il est la clé pour comprendre les véritables motifs de Sophie. Ce n'est pas une coïncidence qu'ils lancent un label maintenant, juste après. Le succès viral de Léa. Ils ont vu une opportunité de profit, oui, mais il y a plus que ça. » « Comment ça? Réfléchissez, Jean-Pierre. Vous étiez le plus grand impresario du milieu. Vous connaissiez tout le monde. Vous aviez les meilleures relations. Quand vous êtes tombé, beaucoup de gens en ont profité. Et maintenant que vous avez trouvé un nouveau talent, un talent véritable, ils ont peur que je revienne, compléta Jean-Pierre, la compréhension le frappant comme un éclair. Exactement. Il ne s'agit pas seulement de Léa. Il s'agit d'empêcher votre retour sur le marché, et ils vont utiliser toutes les ressources qu'ils ont pour cela. À ce moment-là, Léa revint, des miettes de biscuits sur sa robe simple. Le monsieur là-bas a dit que c'est déjà l'heure d'un autre client. Maître Lefebvre acquiesça, se levant. Je vais préparer quelques documents. En attendant, suivez ce que nous avons convenu. Et Jean-Pierre? Oui? N'abandonnez pas. J'en ai vu beaucoup dans ma carrière, et je peux vous dire une chose. L'amour véritable, celui que vous ressentez pour elle, est plus fort que n'importe quelle influence ou argent. En sortant du bureau, Jean-Pierre tenait fermement la main de Léa. Il avait beaucoup à faire, beaucoup à organiser. Mais pour la première fois depuis la menace de Sophie, il sentait qu'il avait une chance. En rentrant chez eux, ils passèrent devant un petit magasin de matériaux de construction. Jean-Pierre s'arrêta, regardant la vitrine. Avec le peu d'argent qu'il avait gardé pour les urgences, il pourrait peut-être commencer à améliorer la maison, une pièce à la fois. « On va rendre ta chambre jolie », dit-il à Léa. « De quelle couleur tu veux les murs ?» Ses yeux brillèrent. « Est-ce que ça peut être bleu, comme le ciel ?»« Ça peut être n'importe quelle couleur que tu veux, mon amour. » Ce que Jean-Pierre ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Sophie était en réunion avec ses propres avocats. Et le plan qu'elle était en train d'échafauder était bien plus cruel qu'il ne pouvait l'imaginer. Les semaines suivantes furent intenses pour Jean-Pierre et Léa. Suivant les conseils de Maître Lefebvre, il commença à travailler comme assistant dans un petit magasin d'instruments de musique du quartier. Le salaire était minime, mais c'était un emploi formel, avec un contrat de travail. Quelque chose qui pourrait renforcer sa position devant la justice. Le propriétaire du magasin, Monsieur Henry, était un homme sympathique qui tomba rapidement sous le charme de Léa.
Les après-midi après l'école, tandis que Jean-Pierre rangeait le stock, elle restait assise sur un tabouret dans un coin du magasin, fredonnant doucement tout en faisant ses devoirs. « Cette petite fille a un don », commenta Monsieur Henri un jour, observant comment les clients s'arrêtaient pour écouter quand elle chantait. « Mais plus important encore, elle vous a vous. » La maison commençait aussi à montrer de petits changements. Les week-ends, Jean-Pierre consacrait chaque moment libre à faire des réparations. Il peignit la chambre de Léa d'un bleu doux, répara les infiltrations du toit, ponça et vernit le vieux parquet. Ce n'était pas luxueux, mais cela devenait un véritable foyer. Madame Béatrice continuait à donner les cours de musique, refusant catégoriquement d'accepter un paiement. « Ma récompense, c'est de voir son talent s'épanouir », disait-elle toujours, quand Jean-Pierre essayait d'insister. C'est lors d'un de ces après-midi de cours que quelque chose d'inattendu se produisit. Léa était au piano avec Madame Béatrice. Quand la sonnette retentit, Jean-Pierre ouvrit la porte et son cœur faillit s'arrêter. C'était Madame Martin, l'assistante sociale. « Visite surprise », dit-elle, entrant avec son bloc-notes inséparable. « Nous devons vérifier comment vont les choses. » Jean-Pierre sentit un froid dans le dos. Il savait que cette visite n'était pas une coïncidence. Probablement, Sophie avait contacté les services sociaux à nouveau. Madame Martin parcourut la maison, prenant des notes. Ses yeux enregistraient chaque détail, les murs fraîchement peints, les meubles simples mais propres, la petite étagère avec des livres pour enfants que Jean-Pierre avait trouvés dans une librairie d'occasion. Quand ils arrivèrent à la pièce où Léa prenait ses cours, Madame Béatrice interrompit la leçon. L'assistante sociale observa la scène avec intérêt. « Vous êtes la professeure particulière ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit Madame Béatrice avec dignité. « Je donne des cours de musique depuis plus de 40 ans. Léa est l'une de mes élèves les plus assidus. Et combien monsieur paie pour ses cours ?» La question fut adressée à Jean-Pierre, son ton laissant clairement entendre l'intention de le prendre en défaut. Avant qu'il ne puisse répondre, Madame Béatrice se leva du piano. « Je ne demande rien, dit-elle fermement. Je suis à la retraite, j'ai mon revenu assuré. Je fais cela parce que je reconnais un don spécial quand j'en vois un. » Madame Martin prit encore quelques notes, son visage ne révélant rien. Finalement, elle s'assit dans le petit salon avec Jean-Pierre. « Monsieur Dubois, je vais être franche. » commença-t-elle. « Nous avons reçu des signalements préoccupants, des allégations selon lesquelles vous exploiteriez le talent de Léa à des fins financières, que les conditions de logement seraient inadéquates. »« Ce n'est pas vrai !» protesta Jean-Pierre. « Oui, elle a fait quelques prestations, mais toujours avec accompagnement, toujours en respectant ses horaires d'école et de repos. Et la maison... » « Je vois les améliorations, » interrompit Madame Martin. « Il est évident qu'il y a un effort pour créer un environnement approprié, mais vous devez comprendre que notre préoccupation, c'est le bien-être de l'enfant. » À ce moment-là, la voix de Léa emplit la maison. Elle était retournée au piano et chantait maintenant. Pas une chanson répétée, mais quelque chose qui semblait venir directement de son âme. Les paroles, simples et touchantes, parlaient d'un père et d'une fille, d'amour et de protection. Madame Martin resta silencieuse, écoutant. Quand la musique s'arrêta, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. « Cette chanson, commença-t-elle. « C'est elle qui l'a composée, expliqua Jean-Pierre, sa voix étranglée. C'était son cadeau pour mon anniversaire la semaine dernière. » L'assistante sociale regarda ses notes, puis vers la direction d'où venait la voix de Léa, maintenant à nouveau concentrée sur ses exercices avec Madame Béatrice. « Monsieur Dubois, dit-elle finalement, je vais être très claire. Votre situation n'est toujours pas idéale, mais... » Elle fit une pause, choisissant ses mots. « Mais il y a quelque chose ici qui ne peut pas se mesurer dans des rapports ou s'évaluer lors de visites techniques. Il y a un amour véritable. Il y a un dévouement, il y a un lien qu'il serait cruel de briser. » Jean-Pierre sentit son cœur s'emballer. Serait-il possible que finalement quelqu'un voie au-delà des apparences? « Je vais faire un rapport favorable au maintien de la garde provisoire, continua-t-elle.
Mais vous devez continuer à améliorer les conditions. Vous devez maintenir une régularité au travail. Vous devez... Elle fut interrompue par un bruit à la porte. Quelqu'un frappait avec force, manquant de défoncer le bois ancien. Quand Jean-Pierre ouvrit, son sang se glaça. C'était Julien, accompagné de 2 hommes en costume qu'il reconnut comme étant des avocats de Sophie. « Nous venons chercher Léa », annonça Julien avec un sourire cruel. « Nous avons une ordonnance du tribunal. » L'un des avocats tendit un papier. C'était une injonction signée par un juge ordonnant le transfert immédiat de la garde de Léa vers un foyer d'accueil temporaire jusqu'à ce que sa situation soit régularisée. « Non !» murmura Jean-Pierre, sentant ses jambes flancher. Madame Martin se leva, prenant le document. Ses yeux parcoururent les lignes, son expression devenant de plus en plus grave. « Ce n'est pas normal, dit-elle. Je suis ici, en visite officielle. Il n'y a aucune raison pour une mesure aussi radicale. L'ordonnance est claire, coupa l'un des avocats. Si vous tentez de vous y opposer, nous devrons appeler la police. » Le bruit de la discussion attira Léa et Madame Béatrice. Quand la petite fille vit les hommes en costume, elle courut instinctivement vers Jean-Pierre, s'agrippant à ses jambes. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Jean-Pierre s'agenouilla, la serrant fort dans ses bras. Son cœur était brisé, mais il devait être fort pour elle. « Tout va bien se passer, mon amour, » murmura-t-il, bien qu'il ne sache pas s'il serait capable de tenir cette promesse. « Tout va bien se passer. » Les heures qui suivirent furent un cauchemar pour Jean-Pierre. Le son des cris de Léa, tandis que les avocats l'emmenaient, résonnait dans son esprit comme une torture sans fin. Madame Béatrice s'était évanouie pendant la confusion et avait dû être soignée par des voisins. Madame Martin, l'assistante sociale, passait des coups de fil frénétiques, essayant de comprendre comment une ordonnance du tribunal aussi radicale avait pu être prise à son insu. « Ce n'est pas normal », répétait-elle, sa voix tremblant d'indignation. Il y avait des procédures en cours, des visites programmées. Il n'y avait aucune raison pour une mesure aussi extrême. Jean-Pierre était assis sur le petit canapé du salon, regardant fixement le piano où, quelques minutes auparavant, Léa pratiquait ses leçons. Le silence de la maison était maintenant assourdissant. Sur la table basse, le verre d'eau qu'elle avait laissé à moitié plein, ses petites empreintes digitales encore visibles sur le verre. Maître Lefebvre arriva comme un ouragan, portant un dossier rempli de documents. Ses yeux révélaient qu'il avait compris la gravité de la situation dès que Jean-Pierre l'avait appelé. « J'ai réussi à obtenir une copie de l'ordonnance du tribunal, dit-il, étalant des papiers sur la table. Comme je le soupçonnais, elle a été émise par le juge Mercier. Et cela signifie... » demanda Jean-Pierre, sa voix rauque à force de pleurer. « Cela signifie que Sophie a utilisé ses relations. Mercier est connu pour favoriser les familles riches dans les affaires de garde. Et plus que cela, il a des liens avec le label qu'elle et Julien sont en train de monter. » Madame Martin, qui était toujours dans la maison, s'approcha avec intérêt. « C'est un conflit d'intérêts clair. Je peux témoigner qu'il n'y avait aucune situation de risque qui justifiait une mesure aussi urgente. » « Mais comment allons-nous prouver cela ?» demanda Jean-Pierre, passant ses mains dans ses cheveux désespérés. « Ils ont du pouvoir, ils ont de l'argent, ils ont de l'avidité, » interrompit Maître Lefebvre. « Et cela pourrait être notre atout. » L'avocat prit son téléphone, passant un appel rapide. « Allô, Dupont, c'est Lefebvre. Tu te souviens de ce service que tu me dois? J'ai besoin d'une copie de toutes les transactions impliquant le nouveau label de Sophie Bonfim. Oui, tout. Surtout ce qui concerne le juge Mercier. » Pendant qu'ils attendaient, Jean-Pierre n'arrivait pas à arrêter de faire les 100 pas dans la maison. Chaque coin avait un souvenir de Léa, ses dessins sur le réfrigérateur, ses vêtements pliés soigneusement dans la chambre, son matériel scolaire toujours sur la table. « Où l'ont-ils emmené ?» demanda-t-il pour la 10e fois. « Au Voyez Sainte-Claire, » répondit Madame Martin. « C'est une institution respectable, mais ce n'est pas un endroit pour elle, pas quand elle a un père qui l'aime autant. » Les heures s'éternisaient. Maître Lefebvre recevait des messages constants sur son portable, consultait des documents, passait d'autres appels. Son visage devenait de plus en plus tendu.
Jean-Pierre, l'appela-t-il finalement. Il faut qu'on parle. Le ton de sa voix fit froid dans le dos à Jean-Pierre. J'ai découvert pourquoi ils ont agi avec autant de précipitation. Le label de Sophie et Julien est au bord de la faillite avant même d'avoir commencé. Ils ont investi des millions dans l'infrastructure, embauché du personnel, mais ils n'ont aucun artiste de renom dans leur casting. Ils avaient désespérément besoin d'un succès garanti. Et ils ont vu cela en Léa, compléta Jean-Pierre, la compréhension le frappant comme un coup de poing. Exactement. Sa vidéo virale, son passage à la télé. Ils y ont vu une opportunité en or, une enfant prodige, avec une histoire poignante de dépassement de soi. Ce serait le lancement, parfait pour la maison de disques. Mais pourquoi ne pas attendre? Pourquoi agir ainsi, si brutalement? Maître Lefebvre soupira. Parce qu'ils n'ont plus le temps. Les investisseurs mettent la pression. Ils veulent des résultats. Et plus que ça, j'ai découvert que Julien a fait des paris risqués sur le marché financier. Il est pratiquement ruiné, dépendant totalement du succès de ce projet. Jean-Pierre sentit un rire amer lui monter à la gorge. L'histoire se répétait, sauf que cette fois, c'était Julien qui avait misé trop haut. « Alors c'est ça ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'une rage contenue. « Ils vont utiliser ma fille pour se sauver ?»« Pas si je peux l'empêcher, » répondit Maître Lefebvre. « Mais nous devons agir vite. J'ai une audience prévue demain avec un autre juge, un qui n'a pas de connexion avec eux. Nous allons tout exposer, les manipulations, les conflits d'intérêts, la véritable motivation derrière cette ordonnance judiciaire. » À ce moment-là, le téléphone de Madame Martin sonna. Son expression changea complètement en répondant. « Comment ça ?» demanda-t-elle, son visage pâlissant. « Mais c'est irrégulier. Ils ne peuvent pas. » Quand elle raccrocha, ses mains tremblaient. « Sophie et Julien viennent d'arriver au foyer Sainte-Claire, dit-elle, avec une autorisation pour emmener Léa faire des examens médicaux. Mais l'adresse, c'est celle des studios de JPD Productions. » Jean-Pierre sentit le sang bouillir. Ils vont essayer de la forcer à enregistrer quelque chose. Ils vont utiliser ça comme propagande, comme... Ils ne vont pas, coupa Maître Lefebvre prenant ses affaires. « Madame Martin, vous venez avec moi. J'ai besoin de votre témoignage officiel. Jean-Pierre, vous restez ici. »« Quoi ? Je ne peux pas rester sans rien faire pendant que... »« Si, vous pouvez et vous allez. » La voix de l'avocat était ferme. « Si vous apparaissez là-bas, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils vont provoquer une scène, ils vont vous faire paraître incontrôlable. Nous ne pouvons pas leur donner cette munition. » Jean-Pierre savait qu'il avait raison, mais l'idée de rester là, à attendre, était une torture. « Promettez-moi que vous la ramènerez, » demanda-t-il, sa voix étranglée. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, » répondit Maître Lefebvre. « Et Jean-Pierre, préparez-vous. Ça risque d'empirer avant de s'améliorer. » Après leur départ, Jean-Pierre resta seul avec ses pensées et ses peurs. La maison ne lui avait jamais semblé aussi vide, aussi silencieuse. Il s'assit au piano où Léa avait l'habitude de s'entraîner, ses doigts touchant légèrement les touches. C'est alors qu'il remarqua quelque chose, un petit morceau de papier plié, caché entre les partitions. C'était un dessin de Léa, eu fait ce même matin. Il la représentait avec Jean-Pierre, se tenant la main, souriant. En haut, avec son écriture enfantine, était écrit « Meilleur papa du monde ». Les larmes qu'il avait retenues toute la journée finirent par couler. Mais, avec elles, vint aussi une détermination farouche. Peu importe le prix, il ne laisserait pas transformer le don pur de sa fille en une marchandise. Il ne permettrait pas que sa voix, qui un jour l'avait sauvé des ténèbres, soit utilisée pour sauver l'empire déchu de personnes sans scrupules. Son téléphone vibra. Un message de Maître Lefebvre. Nous arrivons au studio. Léa est là, et Jean-Pierre, vous devez voir ça. Le studio de la maison de disques occupait un étage entier d'un immeuble commercial moderne. À travers les fenêtres de verre réfléchissant, Maître Lefebvre et Madame Martin pouvaient voir le mouvement intense à l'intérieur. Des gardes de sécurité gardaient l'entrée, clairement instruits de ne laisser personne passer. « Comment allons-nous entrer ?» demanda Madame Martin, ajustant nerveusement son badge des services sociaux. « Par la porte d'entrée », répondit
Maître Lefebvre sortant un document de sa serviette. Avec ça, c'était une ordonnance judiciaire d'accès immédiat, signée par le juge qui l'avait contacté plus tôt. Les gardes tentèrent d'argumenter, mais la menace d'arrestation pour outrage les fit reculer. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur du studio fit bouillir le sang des deux. Léa était dans une salle d'enregistrement, entourée de producteurs et de techniciens. Sophie supervisait tout à travers la vitre de la régie, tandis que Julien gesticulait, essayant de faire chanter à la fillette quelque chose qu'elle ne voulait clairement pas. « Allez, ma chérie !» Sa voix sonnait irritée à travers le micro. « Chante juste comme on a dit, ce n'est pas difficile. » Léa était visiblement épuisée et effrayée. Ses yeux rouges montraient qu'elle avait beaucoup pleuré et ses petites mains tremblaient en tenant les paroles de la chanson qu'il voulait qu'elle chante. « Je veux, papa !» Sa voix sortit faible, brisant le cœur de ceux qui l'entendaient. « Ton papa ne peut plus s'occuper de toi, » répondit Sophie, sa voix faussement douce. « Nous allons nous en occuper maintenant. Nous allons faire de toi une star. »« Je ne veux pas être une star !» cria Léa soudainement, jetant les feuilles par terre. « Je veux mon papa, je veux rentrer à la maison. » Julien fit mine d'entrer dans la salle d'enregistrement, son visage crispé de colère, mais s'arrêta en voyant Maître Lefebvre et Madame Martin. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Sophie, se levant de sa chaise. « C'est une propriété privée. » « Et ceci, répondit Maître Lefebvre, brandissant une enveloppe, est une enquête officielle pour maltraitance infantile et exploitation commerciale d'une mineure. » Le mot « maltraitance » fit se figer tout le monde dans la salle. Les techniciens d'enregistrement commencèrent à se regarder nerveux. « Ne soyez pas ridicule, dit Julien, essayant de garder son calme. Nous faisons juste un test vocal. Nous avons une autorisation judiciaire. Autorisation pour des examens médicaux, corrigea Madame Martin, sa voix chargée d'indignation professionnelle. Pas pour une séance d'enregistrement commercial. À ce moment-là, la porte du studio s'ouvrit et Léa courut vers l'extérieur, se jetant dans les bras de Madame Martin. L'assistante sociale la serra protectrice, remarquant comme la fillette tremblait. « C'est un non-sens !» protesta Sophie. « Nous avons un contrat, nous avons des projets. Le seul contrat qui importe, interrompit Maître Lefebvre, c'est celui-ci. » Il sortit un autre document de sa serviette. Une injonction suspendant immédiatement l'ordonnance précédente du juge Mercier, sur la base de preuves de conflit d'intérêts et de manipulation judiciaire. Julien pâlit visiblement. « Vous ne pouvez pas... »« Je peux et je vais, » coupa Maître Lefebvre. « Et il y a plus. Je viens de recevoir ceci. » Il montra son téléphone portable, où un email venait d'arriver. Ce sont des relevés bancaires, montrant des virements suspects entre votre maison de disques et une société offshore liée au juge Mercier. Voulez-vous vraiment continuer cette farce? Le silence qui suivit fut assourdissant. Les techniciens commencèrent discrètement à se retirer de la salle, ne voulant pas être impliqués dans ce qui devenait clairement un scandale. « Ça ne va pas en rester là ?» menaça Sophie, mais sa voix n'avait plus la même confiance. « Non, ça n'en restera pas là, » acquiesça Maître Lefebvre. « Parce que demain matin, je déposerai une plainte pour dommages et intérêts, tentative d'exploitation, d'une mineure et prévarication judiciaire. Et croyez-moi, j'ai beaucoup plus de preuves que ce que j'ai montré ici. » Il se tourna vers Madame Martin. « Pouvez-vous ramener Léa au foyer Sainte-Claire? Dans quelques heures, nous aurons l'ordonnance définitive pour rendre la garde à Jean-Pierre. » Mais avant qu'il ne puisse sortir, Julien fit un dernier geste désespéré. « Attendez !» cria-t-il. « Et si nous trouvions un arrangement ?» Maître Lefebvre s'arrêta, se retournant lentement. « Quel genre d'arrangement ?»« Nous avons besoin de Léa, » admit Julien, son arrogance finissant par céder. « La maison de disques est au bord de la faillite. Sans un artiste à succès, nous allons tout perdre. Nous pouvons faire un partenariat. Jean-Pierre peut participer. Il peut gérer sa carrière, avoir un pourcentage. » « Non !» La voix venait de la porte. Tout le monde se tourna, surpris. C'était Jean-Pierre. Il était là, portant encore ses vêtements simples de travail. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Une dignité, une force qui
ne venait pas de l'argent ou du pouvoir, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. « Papa !» L'homme cria Léa courant dans ses bras. Jean-Pierre la prit dans ses bras, la serrant fort contre sa poitrine. Puis, tenant toujours sa fille, il fixa Julien et Sophie. « Vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix calme mais ferme. Il n'a jamais été question d'argent, il n'a jamais été question de succès ou de gloire. Il embrassa le front de Léa qui s'était blotti contre son cou, se sentant enfin en sécurité. Quand j'avais tout, j'ai perdu mon humanité. Quand j'ai tout perdu, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux, l'amour véritable d'une fille. Et ça, il regarda directement Sophie, c'est quelque chose que vous ne comprendrez jamais. Vous gâchez une opportunité unique, argumenta Julien désespéré. Elle pourrait être une star. Elle est déjà une star, répondit Jean-Pierre. C'est l'étoile qui illumine ma vie, et c'est plus que suffisant. Se tournant pour sortir, il s'arrêta une dernière fois. Maître Lefebvre, déposez toutes les plaintes. Non pas par vengeance, mais pour qu'il ne puisse plus jamais faire ça à un autre enfant. Quand père et fille sortirent du studio, le soleil se couchait, peignant le ciel de tons orangés. Dans la voiture de maître Lefebvre, qui les ramènerait, à la maison, Léa dormait déjà, épuisée d'avoir tant pleuré. « Vous savez, dit l'avocat regardant dans le rétroviseur, en toutes mes années de métier, je n'ai jamais vu une transformation aussi complète chez quelqu'un. Comment ça ? Le Jean-Pierre que j'ai connu il y a des années ne refuserait jamais l'argent et la gloire. Le pouvoir était tout pour lui. Mais maintenant, Jean-Pierre regarda sa fille endormie, un petit sourire sur ses lèvres. Maintenant, je sais ce qui compte vraiment, répondit-il simplement. Mais la bataille n'était pas encore terminée. Alors qu'ils rentraient de chez eux, Sophie passait un dernier appel. Un appel qui allait tout changer à nouveau. Le lendemain matin, Jean-Pierre se réveilla avec le son qui lui avait le plus manqué. Léa fredonnant dans la cuisine en prenant son petit déjeuner. La normalité de ce moment semblait presque surréelle après tout ce qu'ils avaient vécu. Mais la paix fut de courte durée. En ouvrant la porte pour prendre le journal, il trouva une convocation du tribunal. Son cœur se glaça en lisant le contenu. Il n'était pas possible que Sophie soit allée aussi loin. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» demanda Léa, remarquant son expression. « Rien, mon amour, » mentit-il, cachant le document. « Finis ton petit déjeuner pour ne pas être en retard à l'école. » Dès qu'il déposa Léa à l'école, il courut au bureau de maître Lefebvre. L'avocat l'attendait déjà, son visage grave. « Alors, vous êtes au courant ?» dit-il en voyant Jean-Pierre entrer. « Comment peut-elle être aussi cruelle ?» demanda Jean-Pierre, jetant la convocation sur la table. « Utiliser Chloé comme ça ?» La dernière carte de Sophie était plus basse que quiconque aurait pu l'imaginer. Elle avait déposé une demande de révocation totale des droits parentaux de Jean-Pierre, non seulement concernant Léa, mais aussi concernant Chloé. L'argument était qu'il représentait un risque pour tout enfant sous sa garde. « Elle utilise l'affaire de Léa contre vous », expliqua maître Lefebvre, prétextant que vous avez enlevé une mineure, que vous l'avez maintenue dans des conditions précaires et que vous avez tenté de l'exploiter commercialement. Mais c'est ridicule, c'est elle qui a essayé d'exploiter Léa. Je sais, mais Sophie a un avantage. Elle peut payer les meilleurs avocats, manipuler les preuves, créer un récit qui la favorise. Jean-Pierre s'affaissa dans une chaise, sentant le poids du monde sur ses épaules. Que pouvons-nous faire ? Maître Lefebvre commença à marcher dans la pièce, pensif. Nous avons besoin de quelque chose de définitif, quelque chose qu'elle ne puisse pas contester, Jean-Pierre. Nous devons retrouver l'origine de Léa. Mais comment ? Nous avons déjà cherché partout. Pas partout, répondit l'avocat, prenant son téléphone. Vous vous souvenez de la maison où vous avez trouvé Léa ? L'ancien propriétaire doit savoir quelque chose. Après quelques appels et recherches, ils réussirent à localiser la personne qui avait vendu la maison à Jean-Pierre. Il vivait maintenant dans une maison de retraite en banlieue parisienne. Monsieur Antoine, comme il s'appelait, était assis dans un fauteuil roulant dans le jardin de la maison de retraite quand ils arrivèrent. Ses yeux, bien que fatigués par l'âge, brillèrent de reconnaissance en voyant Jean-Pierre. « Ah, l'homme de la vieille maison, dit-il. Comment va la petite ?»
Jean-Pierre sentit son cœur battre plus vite. « Vous connaissiez Léa ?»« Léa ? Non, non. La petite que j'ai connue s'appelait Maria, la fille de Conception qui a travaillé pour moi comme employée de maison pendant des années. » Maître Lefebvre se pencha, intéressé. « Et qu'est-il arrivé à ces deux femmes ?» Monsieur Antoine soupira, son regard perdu dans des souvenirs lointains. Conception était une bonne femme, mais elle avait des problèmes. Quand elle a découvert qu'elle était malade, elle m'a demandé de m'occuper de la petite. Mais j'étais déjà vieux, je ne pouvais pas, alors elle a disparu une nuit, emmenant sa fille. Et après, pressa Maître Lefebvre doucement, des mois plus tard, j'ai appris que Conception était décédée à l'hôpital public. La petite, eh bien, elle a dû retourner à la maison. C'était le seul endroit qu'elle connaissait. Jean-Pierre sentait son cœur se serrer. Alors c'était ça. Léa, ou Maria, comme elle s'appelait à l'origine, était retournée au seul endroit qu'elle considérait comme un chez-soi. Avez-vous des documents? Quelque chose qui prouve? Cette histoire. Monsieur Antoine pointa un placard dans le coin de sa chambre. Il doit y avoir quelque chose là-dedans. Conception m'a laissé quelques papiers avant de partir. Dans un dossier jauni par le temps, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient. L'acte de naissance original de Maria da Silva, née à l'hôpital. Public, fille de Concepción da Silva. Il y avait aussi un certificat de décès confirmant le décès de la mère d'une maladie terminale. Ça change tout, dit Maître Lefebvre, examinant les documents. Maintenant, nous pouvons prouver son origine, nous pouvons régulariser sa situation. Mais il y avait plus. Parmi les papiers, ils trouvèrent une lettre, écrite par Conception, un peu avant de mourir. Elle était adressée à sa fille. « Ma petite Maria, si tu lis ceci, c'est parce que je n'ai pas pu rester avec toi comme je le voulais. Mais sache que tu as été la plus grande joie de ma vie. Ton don pour la musique, ta voix douce qui me berçait pendant les nuits difficiles, c'est un cadeau de Dieu. Utilise-le avec sagesse, ma fille. Et quand tu trouveras quelqu'un qui t'aime comme je t'ai aimé, accroche-toi à cet amour. Il sera ta vraie famille. » Jean-Pierre ne pouvait retenir ses larmes en lisant. Tout prenait. Sens maintenant, pourquoi Léa était seule dans cette maison, pourquoi elle avait ce don musical extraordinaire, pourquoi le destin les avait unis cette nuit fatidique. « Nous devons lui dire, dit-il, elle mérite de connaître son histoire. » Maître Lefebvre acquiesça. « Oui, mais avec précaution. Et Jean-Pierre, cela signifie également que nous pouvons déposer une demande d'adoption officielle maintenant. » Sur le chemin du retour, Jean-Pierre pensait à comment raconter tout cela à Léa. Comment expliquer qu'elle avait une mère qui l'aimait tellement qu'elle avait préféré la quitter plutôt que de la voir souffrir. Comment faire comprendre à un enfant que parfois l'amour signifie laisser partir. Mais avant qu'il ne puisse rentrer à la maison, son téléphone sonna. C'était Madame Béatrice, sa voix tremblant d'inquiétude. « Jean-Pierre, venez vite. Sophie est là, elle a amené Chloé. » Jean-Pierre conduisit aussi vite qu'il le put jusqu'à la maison de Madame Béatrice, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Maître Lefebvre était à ses côtés, passant des appels frénétiques pour empêcher toute nouvelle manœuvre judiciaire de Sophie. En arrivant, ils trouvèrent une scène qui paralysa Jean-Pierre. Dans le salon modeste de Madame Béatrice, Léa et Chloé étaient assises côte à côte au piano. Sa fille biologique, qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps, était plus grande, ses cheveux sombres comme ceux de sa mère attachés en une tresse élaborée. À ses côtés, Léa lui montrait quelques notes sur le piano, ses petites mains guidant celles de Chloé avec délicatesse. Sophie était debout, observant la scène avec une expression énigmatique. Quand elle vit Jean-Pierre entrer, un sourire calculé apparut sur ses lèvres. « Regardez-moi cette scène touchante !» dit-elle. « Vos deux filles se rencontrant enfin. » Jean-Pierre fit un pas en avant, mais Maître Lefebvre le retint par le bras, chuchotant « Calme-toi, ne fais rien de précipité. »« Papa !» Chloé finit, et par le remarquer, ses yeux brillant d'une manière qui lui fit mal au cœur. Elle fit mine de courir vers lui, mais Sophie la retint par l'épaule. « Chloé, ma chérie, tu te souviens de ce dont nous avons parlé ?
t'a dit Sophie, sa voix douce mais avec un ton d'avertissement qui ne passa pas inaperçu. La fillette s'arrêta, son visage montrant une confusion qui ne devrait pas exister chez quelqu'un d'aussi jeune. Léa les regardait tour à tour, son expression révélant qu'elle commençait à comprendre la complexité de la situation. « Qu'est-ce que tu veux avec ça, Sophie ?» demanda Jean-Pierre, essayant de garder sa voix sous contrôle. « Je veux que tout le monde voie la vérité, » répondit-elle. « Qu'il voie comment vous avez abandonné votre propre fille pour jouer au papa avec une étrangère. »« Je n'ai abandonné personne. » La voix de Jean-Pierre s'éleva, mais il se maîtrisa rapidement en voyant Chloé se recroqueviller. « Tu m'as empêché de la voir. Tu as détruit notre famille. »« J'ai protégé notre fille, » rétorqua Sophie. « Et maintenant je dois la protéger à nouveau. Chloé, montre à ton père ce que tu as apporté. » Avec des mains tremblantes, Chloé sortit de son sac un papier plié. C'était un dessin. Il la représentait, Sophie et Julien, tous souriants, avec l'inscription « Ma famille » en haut. Le coup fut précis. Jean-Pierre sentit comme si tout l'air avait été aspiré de ses poumons. « Vous voyez ?» continua Sophie, sa voix maintenant chargée d'une fausse inquiétude. « Chloé a déjà une nouvelle famille, une famille stable, avec les moyens de lui donner tout ce dont elle a besoin. Nous n'avons pas besoin de vos tentatives de rédemption. » C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Léa, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, se leva du piano. Avec des pas fermes, elle s'approcha de Chloé et prit le dessin de ses mains. « Je peux voir ?» demanda-t-elle gentiment. Chloé acquiesça, curieuse de l'attitude de l'autre fillette. Léa examina le dessin pendant un moment, puis se dirigea vers son sac d'école et en sortit un autre papier. « Regarde, » dit-elle, montrant son propre dessin à Chloé. « J'en ai fait un aussi. » C'était le dessin que Jean-Pierre avait trouvé. Entre les partitions, elle et lui se tenant la main avec l'inscription « Meilleur papa du monde ». « Ton papa, notre papa », continua Léa, sa voix petite mais ferme. « Il m'a sauvé. Il m'a donné un foyer quand je n'avais rien. Et tu sais ce qui est le plus important, il ne m'a jamais rien demandé en échange, seulement de l'amour. » Sophie tenta d'intervenir, mais Léa continua. « Quand des gens méchants voulaient m'utiliser pour gagner de l'argent, il a dit non. Quand ils ont offert la gloire et le succès, il a choisi mon bonheur. C'est ce qu'un vrai papa fait. » Chloé regardait le dessin de Léa, ses yeux brillants de larmes contenues. « Mais maman a dit... » « Ta maman a dit beaucoup de choses, » interrompit Léa, avec une sagesse au-delà de ses années. « Mais tu dois écouter ton cœur. » À ce moment-là, Madame Béatrice, qui avait observé tout en silence, s'assit au piano. Sans dire un mot, elle commença à jouer une mélodie douce, la même musique que Léa avait chantée cette première nuit, quand elle avait rencontré Jean-Pierre. Léa commença à chanter, sa voix douce remplissant la pièce. C'était une chanson sur l'amour, sur le pardon, sur la famille. Chloé l'observait, hypnotisée, jusqu'à ce que, hésitante, elle commence à chanter avec elle. Leurs voix se mêlèrent dans une harmonie parfaite, deux sœurs que le destin avait séparées, mais que la musique unissait. Sophie assistait à la scène avec une expression de pur choc. Son plan d'utiliser Chloé pour détruire Jean-Pierre se retournait contre elle. « Assez de cette mascarade !» cria-t-elle finalement, avançant pour prendre Chloé par le bras. « On s'en va maintenant ?» Mais Chloé se dégagea. « Non, maman, je veux rester encore un peu, je veux connaître ma sœur. » Les mots frappèrent tout le monde comme un coup de foudre. Sophie recula comme si elle avait reçu une gifle. Son visage normalement contrôlé maintenant un masque de fureur. « Il n'y a pas de sœur du tout », explosa-t-elle. « Cette fillette n'est rien pour nous, c'est juste une... » « Une quoi, Sophie ?» La voix de Maître Lefebvre trancha l'air comme un rasoir. « Faites attention à ce que vous allez dire, parce que maintenant, nous avons tous les documents qui prouvent l'origine de Léa. Et plus important encore, nous avons des preuves de vos tentatives de manipulation judiciaire, d'exploitation d'une mineure, d'aliénation parentale. » Il fit une pause significative avant de continuer. « Vous voulez vraiment continuer sur cette voie ?»
parce que je peux vous garantir qu'aucun juge ne verra d'un bon œil une mère qui utilise sa propre fille comme une arme dans une vengeance personnelle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie regardait autour d'elle comme un animal acculé, cherchant une issue. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Son propre piège s'était refermé sur elle. « Chloé !» appela-t-elle, essayant de garder sa voix ferme. « On s'en va, maintenant. » Mais Chloé ne bougea pas. Au lieu de cela, elle fit un pas en direction de Jean-Pierre, puis un autre, jusqu'à finalement courir et se jeter dans les bras du père qu'elle n'avait pas vu depuis si longtemps. « Pardonne-moi !» sanglota-t-elle, agrippée à son cou. « Pardonne-moi d'avoir cru au mensonge. » Jean-Pierre la serra fort, ses propres larmes coulant maintenant librement. Léa s'approcha timidement, jusqu'à ce que Jean-Pierre tende un bras, l'attirant également dans l'étreinte. Là, dans ce salon modeste, au son du piano de Madame Béatrice, une famille brisée commençait à se reconstituer. Pas de la manière dont quiconque aurait pu le prévoir, mais de la manière dont le destin l'avait déterminé. Sophie observait la scène avec une expression indéchiffrable. Sa dernière carte avait échoué de manière spectaculaire. Mais elle avait encore un dernier coup à jouer, un secret qu'elle gardait depuis des années et qui pourrait tout changer à nouveau. Au moment où Sophie ouvrit son sac et en sortit une enveloppe jaunie, tous ceux qui se trouvaient dans la pièce sentirent le changement d'atmosphère. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de défaite et de triomphe qui fit que Jean-Pierre serra ses filles encore plus fort contre lui. « Tu sais, Jean-Pierre, » commença-t-elle, sa voix étrangement calme. « Pendant des années, j'ai gardé ce secret. Je pensais que je n'aurais jamais besoin de le révéler, que je pourrais l'utiliser comme une dernière carte si nécessaire. Il semble que ce moment soit arrivé. » Maître Lefebvre fit un pas en avant. Mais Sophie leva la main l'empêchant de parler. « Non, Maître Lefebvre, cette fois vous allez m'écouter, parce que cette histoire a commencé bien avant ce que quiconque ici imagine. » Elle ouvrit l'enveloppe avec des doigts qui tremblaient légèrement, en retirant une photographie ancienne. Sur l'image, une jeune femme tenait un bébé nouveau-né. Le visage de la femme était incroyablement familier. « Conception !» murmura Jean-Pierre, reconnaissant la mère biologique de Léa. « Oui », confirma Sophie, « Conception da Silva, la même femme qui a travaillé chez moi pendant des années, bien avant que je ne te rencontre, Jean-Pierre. La même femme qui s'est occupée de moi quand j'étais enceinte de Chloé. » Madame Béatrice, qui observait tout en silence, porta ses mains à sa bouche. Elle commençait à comprendre où cette révélation allait mener. Conception était plus qu'une employée, continua Sophie, sa voix maintenant chargée d'une émotion que personne ici n'avait vue auparavant. C'était ma confidente, mon amie, la seule qui connaissait mes secrets les plus profonds, y compris... Elle fit une pause, regardant directement Chloé. Y compris que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Chloé regarda sa mère, puis Jean-Pierre, ses grands yeux remplis de confusion. « Chloé n'est pas ma fille biologique », révéla finalement Sophie. « C'est la fille de Conception. » La révélation frappa tout le monde comme une bombe. Jean-Pierre chancela en arrière, ses jambes flageolant. Maître Lefebvre apporta rapidement une chaise pour qu'il s'assoie. « C'est impossible », murmura Jean-Pierre. « Chloé, elle a les mêmes yeux que sa mère », compléta Sophie. « Les mêmes yeux que Léa a, parce qu'elles sont sœurs, Jean-Pierre, sœurs de sang. » Léa et Chloé se regardèrent vraiment pour la première fois. La ressemblance, maintenant qu'elle le savait, était indéniable. Les mêmes yeux expressifs, la même forme du visage, le même don naturel pour la musique. Conception était enceinte quand elle est venue travailler chez moi, continua Sophie. Je venais de découvrir que je ne pourrais pas avoir d'enfant. J'étais dévasté. Quand Chloé est née, nous avons conclu un accord. Elle me laisserait élever la fillette comme la mienne, en échange d'une vie meilleure pour son autre fille, qui était chez des proches. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Sophie, son masque de froideur se brisant enfin. Mais Conception est tombée malade,
gravement. Avant de mourir, elle m'a fait promettre que je prendrais soin de Chloé, que je lui donnerais tout ce que je pouvais, et j'ai promis. J'ai promis que personne ne saurait jamais la vérité, qu'elle serait toujours ma fille. C'est pour ça que tu t'es mariée avec moi, dit Jean-Pierre, la compréhension le frappant comme un éclair. Tu avais besoin de quelqu'un avec de l'argent et de l'influence pour rendre l'adoption incontestable. Sophie acquiesça lentement. Au début, oui, mais après, je suis vraiment tombée amoureuse de toi, Jean-Pierre. Et quand tout s'est effondré, quand tu as tout perdu, j'ai paniqué, j'avais peur que la vérité éclate, que je perde Chloé. Alors tu as séparé les sœurs, conclut Madame Béatrice, sa voix chargée de tristesse. Des destins si différents pour deux jeunes filles du même sang. Et quand Léa est apparue dans les médias, continua Maître Lefebvre, tu as reconnu la ressemblance. Tu as eu peur que quelqu'un d'autre ne le remarque. C'est pour ça que tu as essayé de tout détruire, dit Jean-Pierre, sa voix étranglée. Il ne s'agissait pas d'argent ou de vengeance, il s'agissait de garder ton secret. Chloé, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, fit un pas en direction de Sophie. « Pourquoi, maman? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?»« Parce que j'avais peur de perdre ton amour, » répondit Sophie, les larmes coulant maintenant, librement sur son visage. « Tu étais tout ce que j'avais, Chloé, tout ce qui me maintenait humaine. » C'est alors que Léa fit quelque chose que personne n'attendait. Elle se dégagea gentiment des bras de Jean-Pierre et s'approcha de Sophie. Ses petits doigts touchèrent le visage de la femme qui, pendant si longtemps, avait été son adversaire. « Notre mère devait être très spéciale, » dit-elle doucement, « pour confier ses filles à des personnes qu'elle pensait pouvoir nous aimer. » Sophie regarda cet enfant qu'elle avait tenté de détruire et vit en elle la même bonté qu'elle avait autrefois vue en conception. Elle tomba à genoux sanglotant, tandis que Léa la serrait dans ses bras. Chloé se joignit à l'étreinte, et pendant un moment dans cette pièce, le passé et le présent se rencontrèrent dans une réconciliation que personne n'aurait pu prévoir. Maître Lefebvre toussa, brisant gentiment le moment. « Nous avons encore beaucoup de choses à régler légalement. La vérité sur l'origine des jeunes filles doit être officialisée. » « Oui, » acquiesça Sophie, se relevant et essuyant ses larmes. « Il est temps de faire ce qui est juste. Chloé mérite de connaître sa sœur, elle mérite d'avoir son père de retour dans sa vie. Et Léa, demanda Jean-Pierre, son cœur serré d'inquiétude. Léa est là où elle aurait toujours dû être, répondit Sophie, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. Avec le père qui l'a sauvée quand tous les autres l'ont laissé tomber. 10 ans se sont écoulés depuis ce jour. Dans un théâtre bondé, 2 jeunes femmes se préparaient à monter sur scène. Chloé, maintenant une pianiste talentueuse, ajustait le tabouret du piano à queue. À ses côtés, Léa échauffait sa voix, ses yeux cherchant occasionnellement la première rangée. Là, il y avait Jean-Pierre, ses cheveux maintenant grisonnants, mais ses yeux brillants de fierté. À ses côtés, Sophie, non plus la femme froide et calculatrice d'avant, mais quelqu'un qui avait appris que la famille va bien au-delà du sang ou des documents. Madame Béatrice, maintenant une dame d'âge avancé, tenait la main de Maître Lefebvre, qui était devenu bien plus qu'un avocat. Il faisait partie de cette famille particulière que le destin avait réunie. Lorsque les premières notes du piano emplirent le théâtre, suivies par la voix cristalline de Léa, il n'y avait pas un œil sec dans le public. La musique qu'elle présentait était spéciale, une composition originale qui racontait l'histoire de 2 sœurs séparées par le destin mais réunies par l'amour. Et en regardant ses filles briller sur scène, Jean-Pierre pensa à la façon dont la vie change de cap. Lui, qui un jour avait tout et avait tout perdu, avait trouvé quelque chose de bien plus précieux à la fin, une famille véritable. Construite non pas avec de l'argent ou du pouvoir, mais avec de l'amour, du pardon et de la rédemption. La dernière note de la musique résonna dans le théâtre, suivie d'une explosion d'applaudissements. Chloé et Léa se serrèrent dans leurs bras, leurs larmes de joie se mélangeant. Elles n'étaient plus la fille de la patronne et la fillette, abandonnées. Elles étaient simplement sœurs, unies par un lien que ni le temps ni la distance ne pourraient briser.
Et au premier rang, Jean-Pierre pleurait sans honte, son cœur débordant de gratitude. Cette nuit où il avait pensé à tout abandonner s'était transformée en le premier chapitre d'une histoire bien plus grande qu'il n'aurait pu l'imaginer. Une histoire qui prouvait que parfois nous devons tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. Une histoire sur la façon dont l'amour véritable peut guérir même les blessures les plus profondes. Une histoire sur une famille que le destin a séparée mais que l'amour a réunie à nouveau.